heureux de vous accueillir pour cette deuxième demi-journée de nos journées du Master et Ops, pardon. Assez compliqué, c'est le matin. Donc cette demi-journée va concerner une thématique qui nous est propre à tous les trois, la thématique de la coordination interindividuelle. Donc, on va démarrer le jeu de rôle, mais avant ça, on va vous présenter rapidement le déroulement de notre première activité. Donc, on va vous présenter la demi-journée dans son entièreté. On va enchaîner avec la présentation des trois intervenants qui sont ici sur cette scène. Et on enchaînera par la suite par un petit jeu de rôle avec l'ensemble de la salle ici présente. Voilà, tu peux passer, Mathieu, s'il te plaît. Donc, en ce qui concerne la demi-journée, donc liée à une coordination d'une équipe technique. Dans un premier temps, du coup, comme je vous ai dit, on va démarrer avec un petit jeu de rôle. On enchaînera par la suite avec une petite session de tableau noir qui concerne des apports théoriques sur justement cette coordination interindividuelle. Et on enchaînera par la suite, pour terminer tout cela, avec une table ronde avec trois intervenants extérieurs qui viendront débattre et faire échanger autour de leur expérience et de leur savoir sur justement cette coordination. Je te laisse te présenter, Simon. Salut à tous. Moi, je suis Simon Valverde, donc je suis en Master et Ops ici. Je suis préparateur mental avec la Fédération de canoë-kayak, la Fédération française de canoë-kayak. Et j'interviens sur différents collectifs avec les ligneux et les slalomeurs et des équipes de France et des pôles espoirs. Donc voilà, moi je suis skieur à la base et voilà à peu près ce que j'ai à dire. Ok, donc pour ma part, donc je m'appelle Nicolas Roman. Je suis étudiant du coup au master, en deuxième année de Master et Ops ici à l'UBO. Je suis actuellement entraîneur adjoint de football pour le PAC, le Plouzané Athletic Club, au niveau national 3. Je suis spécialiste du foot, ayant pratiqué moi-même pendant 10 ans en tant que joueur et depuis 10 ans en tant qu'éducateur, entraîneur et analyste vidéo. Voilà, et je suis titulaire du brevet des moniteurs de football. Bonjour, moi c'est Mathieu Couvida, donc je suis actuellement en deuxième année de Master STAPS ici à Brest. J'ai validé ma licence STAPS à l'université d'Angoulême et aujourd'hui je suis responsable technique des jeunes au club de football d'Angoulême qui évolue en National 2. Et voilà, c'est mon travail à temps plein depuis cette année. Ah oui, donc c'est Nico et Simon qui vont définir les équipes pour le jeu de rôle. Donc on aura besoin de 4 équipes, pardon, de 5 personnes. Donc il faudrait, vu le nombre que l'on est, que tout le monde participe. Et Nico et Simon vont organiser les équipes puisqu'il faut au moins un représentant d'un sport collectif par équipe. Vas-y Nico. Alors Lilian, c'est quoi ton équipe Lilian ? Mathéo, tu as toute ton équipe ? Tu as toute ton équipe ? Ah. Non. Hein ?
Samson, tu es au complet? Après, il y a Juliette. Ah, mais Nico. Juliette, elle peut participer, non? Ok. C'est bon? Monsieur Lilian Pierre est prêt? Donc, c'est. Merde, si je me mets devant, ça va pas être simple. Voici le jeu de rôle que vous allez devoir effectuer. Donc, vous êtes les 4 ou 5 personnes qui composent votre groupe, représentent donc un staff. Vous êtes la nouvelle équipe technique d'un prestigieux club qui évolue en national, donc troisième division. Et au sein de ce staff, il y a un entraîneur qui vient d'être limogé pour cause de mauvais résultats. Et donc, il y a un nouvel entraîneur qui arrive au sein d'un staff pour essayer de, on va dire, résoudre la situation de l'équipe qui est un peu particulière, puisqu'ils sont actuellement positionnés 14e sur 18, qu'ils ont été éliminés en 64e de finale de la Coupe de France, et que parmi les objectifs initiaux fixés par la direction, ils devaient finir dans les 6 premiers du championnat, et ils devaient atteindre les 32e de finale de la Coupe de France. Et en bas à droite, vous trouvez le contexte dans lequel vous allez évoluer, c'est-à-dire une équipe composée de 21 joueurs. Vous avez 5 entraînements par semaine, 3 entraînements liés à la partie prépa physique, et vous avez une séance de retour vidéo. Ça, c'est le contexte dans lequel vous allez vous trouver dans le club. Et nickel, putain, bien joué, Nico. Donc ça, au sein de votre groupe, on vous laisse définir un entraîneur principal. Donc, l'entraîneur principal qui vient d'arriver au club. On vous laisse définir aussi le rôle de l'entraîneur adjoint, donc qui vient d'arriver avec l'entraîneur principal dans ce nouveau club. Et par contre, il y a l'entraîneur des gardiens, le directeur technique ou sportif et le préparateur physique qui, eux, n'ont pas été limogés puisqu'ils étaient en CDI et qu'ils avaient un emploi périn et stable au sein du club malgré les mauvais résultats. Et donc, eux sont toujours en place. Donc, on vous laisse libre de vous définir un petit peu chaque rôle. Un entraîneur, l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, le directeur sportif et le prépa physique. Et à partir de là, on pourra commencer le jeu de rôle. On vous laisse 1 minute pour définir cela dans votre groupe. Allez. On va voir s'ils le font pas tout seul. Tu passes tes diapos, Nico, comme ça, moi je me mets plus là-bas. « 15 secondes. » C'est bon, toi, Mathéo, c'est... Samson, c'est bon? Lilian, c'est bon? Vincent, c'est bon? Ouais, ok. Vas-y, Nico. Vas-y. Ok, donc là maintenant on va passer à la problématique que vous allez rencontrer. Brièvement, avant qu'on démarre la situation. Donc en équipe, vous allez devoir définir les objectifs à fixer, les tâches à réaliser pour répondre aux différentes questions qui vont être évoquées. Et du coup, voilà. Donc les quatre piliers de ce qu'on va vous demander sont les rôles, les tâches, les objectifs et les étapes. Donc dans un premier temps, vous aurez 10 minutes pour définir le nouveau fonctionnement du staff avec l'arrivée du nouvel entraîneur principal, accompagné de son adjoint. Et après, on expliquera les consignes pour l'étape numéro 2.
OK? Donc là, on va vous lancer un chrono pendant 10 minutes. Vous allez définir un peu votre approche comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, et on abordera la suite après. Allez, c'est parti. On arrive au terme de l'étape numéro 2. Donc on va partir sur la partie liée à l'exposé de ce que vous avez fait. Voilà. Donc vous allez tous passer les uns après les autres. OK. Donc vous allez venir ensemble sur la scène par groupe. OK. Et vous allez nous expliquer du coup en 2 minutes chrono le fonctionnement que vous avez mis en place. D'accord. Donc la partie recto de votre ardoise. Et en 2 minutes chrono par la suite, le plan de jeu que vous avez choisi concernant le match qui arrive ce week-end. OK. Donc on va démarrer avec le groupe qui est sur ma droite, le groupe de Mathéo. Oh. Ok. Alors, l'équipe du staff, entraîneur des gardiens, directeur technique, préparateur physique, entraîneur principal et mon adjointe. Ce week-end, on va jouer le derby donc, contre le 15e. On est actuellement 14e au classement. Et en fait, comment est-ce que ça s'est fait le recrutement, enfin notre recrutement à tous les deux? C'est le directeur technique qui est venu nous chercher, puisque nous, on est deux Russes qui ont des méthodes de l'Est assez musclées. Et, non. Et autant vous dire que nous, c'est le physique, point. Et du coup, notre projet pour ce week-end, non, déjà, il faut qu'on commence par le fonctionnement, peut-être. C'est ça, c'est le fonctionnement d'abord? Ouais. Le fonctionnement, c'est on travaille tous les trois en collaboration. Lui, il suit et elle suit. Voilà. Et c'est moi qui chapeaute le tout. Derrière, elle dit OK, souvent. Et lui, il est obligé de dire OK. Voilà. Le projet de jeu, on va défendre très physique, du coup, hein, puisqu'on met tout sur le physique. On défend en 4-4-2. En défense, on a une règle, c'est attraper quelque chose. C'est-à-dire que même si on n'a pas la balle, il faut qu'on attrape le joueur. Et on a dit qu'on veut pas que, on veut obligatoirement 1 ou 2 jaunes par match, parce que sinon, c'est pas un match gagné pour nous. On défend à fond, 4-4-2, on défend à fond et on envoie des longs ballons devant. Et Nino s'occupe de la préparation physique des attaquants qui devront courir vite. Peut-être que tu vas rajouter un truc là-dessus. Sur la prépa physique. Bien sûr. Je sais pas si c'est dans les contenus, mais en tout cas, moi, l'entraîneur, il m'a dit que je devais les muscler. Donc, les mecs, ça doit être des combattants. Donc, c'est que haltéro, pas de ballon, pas d'intégré. Haltéro, j'ai vu avec Cyril, on va acheter pas mal de racks et tout, des barres. Et donc, muscler à fond, en faux. Voilà. Ça me va bien, le projet de jeu de Mathéo me va parfait pour le physique. C'est bon, on a tout fait. Ah oui, il va peut-être parler, Cyril. Oui, alors moi j'ai vraiment un rôle de soutien de cette équipe. C'est moi qui ai été chercher Kalash, parce que c'est son surnom. Et donc voilà, il est en responsabilité totale. Par contre, voilà, il a un contrat uniquement jusqu'à la fin de la saison. Donc si jamais il n'arrive pas à sauver l'équipe, on ira chercher quelqu'un d'autre et il le sait. Voilà, c'est assez clair. Je lui fais totale confiance et en fait, je suis juste là en soutien. S'ils ont besoin de quelque chose, je vais le chercher.
L'effectif, on a 21 joueurs. Hop. Merci. Ouais, l'effectif, on a 21 joueurs. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, nous, on est dans le travail, hein. Donc, on va mettre 11 joueurs sur le terrain, 2 remplaçants au cas où il y en a un qui se blesse, mais bon, vu la prépa physique qu'on a, je pense pas. Et puis les autres continuent à travailler, en fait. Ils seront pendant le match, ils seront sur le terrain annexe et puis ils s'entraîneront, quoi. PM. Très bien. Sachant que on fait rarement tourner, puisqu'en fait, nous, on part sur ce que. Enfin, les jeunes, en fait, ils ne servent pas à grand-chose, ils n'ont pas énormément d'expérience. Ils sont un peu frêles. Nous, on veut des mecs physiques et robustes. Donc, on prend des mecs d'expérience. Là, on a une moyenne d'âge vers les 31 ans, ouais, à peu près. Mais c'est ce qu'il faut, c'est des gars qui ont l'expérience, qui savent jouer avec les épaules. Et c'est ça qu'on veut, en fait, dans le football. Et si, dernière chose pour le fonctionnement du staff, Marie-Lou, entraîneur des gardiens, me montre à chaque fois les séances qu'elle fait avec les gardiens avant de les faire. Je les valide ou je les valide pas. Je les valide, elle les fait. Je les valide pas, elle refait et elle me remontre après. Et ils ont le droit de toucher le ballon. Ouais. On a autorisé ça. Voilà, écoutez, merci. Ok, donc on va passer au groupe numéro 2, le groupe qui est sur ma gauche. Groupe de Sanson là-bas. C'est Rémi qui le prend. C'est Rémi, on a dit, directeur. Ah bah, on connaît les trucs. Je crois que c'était toi qui faisais sur le fonctionnement. Bon, on fait tout. Je fais tout, non mais ouais, ça va, forcez pas non plus. Bah, tu présentes. Ok, donc on se présente. Du coup, j'occupe le poste de DTN. Le poste après, donc tout ce qui va être technique, donc il va y avoir l'entraîneur principal qui est Jocelyn, l'entraîneur adjoint qui est Sanson. Il y a aussi le préparateur physique qui était déjà là au club, donc Bastien. Notre entraîneur des gardiens, il n'est pas là aujourd'hui, il avait un imprévu. Donc, nous, pour notre fonctionnement, on va s'appuyer donc sur ce qui a été mis en place tout en l'améliorant. L'entraîneur principal déclinera tout ça après. Dans le projet de jeu, tout ça sera également décrit. Donc, comme je l'ai dit, on va s'appuyer donc sur ce qu'on avait mis en place avec le préparateur physique, sur la connaissance des joueurs, tout ça. Donc, à savoir qu'on avait un système de jeu qui était vachement appuyé, donc un petit peu comme le groupe précédent, sur le physique, notamment avec notre numéro 9 qui, on va dire, il cavale pas trop mal devant. Pour ce qui est de la réception du prochain match, on est donc sur la réception du leader, où match aller, on avait pris un bon 3-0 des familles. Donc ça peut être aussi, donc avec l'arrivée de l'entraîneur, l'occasion de faire un gros coup après avoir limogé l'entraîneur suite au résultat et au non-objectif. Et pour tout ce qui est projet de jeu et ce qu'on va mettre en place sur le match, je vais laisser donc la parole à l'entraîneur principal. Donc, juste pour revenir, le fonctionnement, donc nous, on est nouveau, l'entraîneur et l'adjoint. Et du coup, on a été recruté. Donc, j'ai été recruté d'abord par le directeur technique qui m'a recruté seulement pour l'objectif maintien sur cette fin de saison. Et du coup, mon contrat peut prendre fin à la fin de la saison. Et donc, l'entraîneur adjoint que j'ai pris avec moi, c'est un entraîneur avec qui j'ai déjà travaillé. Et ça nous paraissait important de le faire parce que on va limiter du coup le temps d'adaptation au niveau de notre mode de fonctionnement. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, donc je connais bien ses manières de fonctionner. Et lui aussi, donc en gros, on va limiter ce temps-là. Après, du coup, on est aussi également en collaboration avec le préparateur physique qui, lui, donc a la dimension de connaître le club et avec qui ça va être très important de collaborer au niveau de l'ensemble des séances et de notre conception pour du coup concerner l'ensemble du groupe et avoir un groupe de manière unie au niveau de l'encadrement des joueurs. Au niveau du plan de jeu, donc pour le match, donc nous c'est la réception du premier chez nous, donc ça peut être un gros coup, c'est des points qu'on peut prendre et pour remonter au classement.
L'idée, ça va être de partir sur un 4-4-2 à plat qui était déjà en place avant, mais en redéfinissant du coup l'ensemble des rôles pour voir du coup s'il n'y a pas de problématique déjà au niveau de chaque joueur, ce qu'il doit faire au sein de l'équipe. Et on va d'abord partir sur un plan de jeu pas très ambitieux avec du coup le but, ça va être tout d'abord d'assurer l'équilibre de l'équipe et ensuite, suivant comment se déroule le match, du coup d'être un peu plus ambitieux et d'aller chercher du coup un score si on voit que le match tourne à notre avantage. Au niveau donc rapidement donc de l'effectif, on a 21 joueurs aussi et notre but justement ça va être de concerner l'ensemble de l'effectif. Le but c'est d'avoir un groupe concerné sur l'ensemble des journées parce qu'on sait qu'avec 21 joueurs avec des blessés et tout, le but ça va être justement d'avoir des joueurs disponibles tous les week-ends. Et pour ce week-end-là justement comme le premier, notre but ça va être tout d'abord de prendre du coup les joueurs qui ont l'habitude de jouer, qui sont en forme physiquement. Notre objectif étant d'abord du coup de retrouver une place sereine au sein de ce championnat. Donc on va d'abord prendre les joueurs qui sont le plus près du coup physiquement les plus prêts à jouer. Et du coup notre mot clé du coup, enfin notre définition ça va être d'abord assurer le maintien. Voilà, et après du coup voir un peu plus loin. Ok, pour le groupe numéro 3, groupe d'Antoine. Tu t'en occupes? Prends le relais. Ah, tu veux que je monte? La batterie faible. C'est moi qui parle. Bonjour. Donc déjà, je tenais à dire que c'était un grand plaisir de prendre part à ce staff de l'USC. Merci au DT, même si ça a été un choix plus subi que choisi de nous recruter. Merci quand même. Donc je vais commencer tout de suite par présenter le staff avec Charlotte qui sera prépa physique, Amélie, directeur technique, Vincent, entraîneur principal, Raphaël qui sera entraîneur des gardiens. Pour les objectifs, nous on s'est dit que la 6e place était tout à fait atteignable encore, donc on va garder cet objectif, parce qu'on n'est que mi-championnat, donc il n'y a pas de souci. On a décidé d'agrandir le groupe. C'est vrai que nos choix se sont faits sans trop de discussion avec le staff. On a un style assez autocratique avec Vincent, donc c'est vrai qu'on ne leur a pas trop demandé leur avis. Donc on est vraiment parti sur agrandissement du groupe, pour que voilà, les places, ça change un peu, qu'il n'y ait pas que des vétérans qui pensent que leur place est assurée, quoi. Voilà. Donc on va essayer de mettre l'accent là-dessus avec notamment des jeunes qui sont très prometteurs et qui peuvent prendre leur place dans l'effectif. Notre projet de jeu, ça sera d'abord créer une identité de groupe assez forte. On va d'ailleurs faire un petit travail prépa mentale avec Amélie qui est directeur technique mais qui va aussi passer prépa mentale. Donc ça va lui rajouter un peu d'heures. Concernant le jeu, apparemment ce qui posait défaut c'était l'attaque. Donc on va plutôt axer sur la défense, jeu en contre. Avec un 4-2-3-1, jeu en contre-attaque. Qu'est-ce qu'on a dit ? Bloc bas. C'est vrai que c'est une tactique qu'on a déjà expérimentée avec les U13 de Lanvénégin avec Vincent et qui a porté ses fruits, donc pourquoi pas la répliquer aujourd'hui avec l'effectif de l'USC. Je vais vous passer la compo, mais c'est vrai que le prochain match contre Bastia Borgo, qui s'est soldé au match aller par un 1-1, on en attend beaucoup de ce match parce que je pense que ça va être le match qui va nous permettre de réagir. Un match tremplin et puis pourquoi pas commencer à avoir une bonne dynamique, quoi. Voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter? Ah oui, bien sûr. Oui. J'ai oublié de dire, on va s'appuyer sur les qualités de Djibril. Djibril, c'est un jeune du centre de formation qui vient de monter, donc on va placer en buteur parce que Koumisti faisait vraiment pas le taf. Donc on a décidé de le mettre en réserve et puis Djibril, on
On place des grandes attentes sur lui. J'ai oublié de dire aussi pour le travail qu'on va mettre en place avec le staff, prépa physique, vu qu'on va jouer en contre, beaucoup de travail d'explosivité, mais après, ça c'est ta spécialité. Et pour l'entraîneur des gardiens, ça va être beaucoup de travail dégagement. Je veux que ça arrive dans les pieds de Djibril, voilà, à chaque opportunité. Dans la course. Dans la course, évidemment. Voilà, merci. Ok, passons au dernier groupe du coup. Un groupe de Lilian. Ouais, c'est un peu genre. Bonjour à tous. Du coup, c'est moi le directeur technique du club. Nous avons notre magnifique entraîneur principal, l'entraîneur adjoint, notre préparateur physique et l'entraîneur des gardiens ici présent. Du coup, c'est un peu moi qui gère un peu tout, l'équipe en tout cas. C'est moi qui donne, si je dis non, c'est non, et si je dis oui, c'est bon. Le préparateur physique et le gardien, ils travaillent beaucoup ensemble, et l'entraîneur adjoint, et je connaissais d'avant. Et nous, ce qu'on veut avant tout, c'est un travail d'équipe. Comme dit le préparateur physique, un teamwork. Du coup, voilà, c'est vraiment essayer qu'on soit en équipe et pas un staff, quoi. Du coup, en plan de jeu, nous, ce qu'on veut, on a évoqué, c'est d'avoir des objectifs. Donc, on va faire des matchs d'entraînement entre les équipes. On va essayer d'amener les jeunes et les anciens. Et sinon, on espère avoir une colonne vertébrale d'anciens à l'arrière. Vraiment, on veut que ce soit du lourd, vraiment des arrières solides. Pour le gardien, on ne sait pas. On verra bien si c'est le jeune qui est plus fort ou si c'est le vieux. Oui, aussi, le capitaine de l'équipe, ça sera le fils du coach principal. Voilà, c'est le fils. Et voilà, comme on a dit, il est très expérimenté. Voilà, sinon, l'équipe qui est en face, on s'en fout un peu. Nous, on vise que gagner, donc il n'y a aucun souci pour ça, que ce soit les premiers ou les derniers. On va les battre. Et voilà, on va essayer de faire de l'analyse vidéo sur l'équipe adverse, essayer d'amener un peu de préparation mentale. Et on n'a pas trop changé. Si on a un peu changé l'objectif de début de saison. Le top 6, c'est pas trop atteignable pour nous. Et du coup, ça serait plus de se maintenir au moins pour cette année. Et puis, on verra l'année prochaine, quoi. Enfin, si le coach est toujours là, du coup. Voilà. Après, juste pour le plan de jeu, nous, on ne change pas de plan. On va chercher haut et on fait un 4-1-4-1. OK. Merci pour cette présentation. Merci à tous. Ok, merci à tous. Attends, on passe au débrief déjà. Tu peux qu'on passe directement. On fait un petit débrief rapide. Ouais, faut qu'on enchaîne. Ok, donc là, on va faire un rapide débriefing. Vraiment, on ne va pas rentrer trop dans le détail. On laissera le tableau marqué pour la suite de cette demi-journée. Donc, on voit que les fonctionnements ne sont pas forcément les mêmes partout. On peut voir qu'il y a des différences sur la gestion du fonctionnement. On peut voir que parfois, c'est l'entraîneur qui prend la main et qui gère qui prend les décisions majeures, on va dire. Et parfois, on a le directeur technique qui prend la relève sans laisser sa part à l'entraîneur, si ce n'est pour
pour certains aspects sportifs uniquement liés au jeu. On voit qu'à chaque fois, ce sont les directeurs techniques et les entraîneurs qui ont pris la parole pour la plupart. Au niveau des effectifs, on peut voir que, pareil, on a différentes prises de décision qui ont été mises en évidence, avec un principe de concurrence entre jeunes et anciens pour certains, quand d'autres ne font pas du tout confiance aux jeunes et mettent uniquement l'expérience en évidence. Donc voilà. On va passer par la suite à notre petite session de tableau noir. Et je vais passer la main à Mathieu pour commencer. On voulait faire un petit apport théorique sur la coordination au sein d'un staff, mais on est pris un peu par le temps. Donc, on va essayer quand même d'aborder quelques dimensions, mais on va essayer d'accélérer un petit peu pour garder du temps sur la table ronde, puisque ce que l'on va aborder durant cet apport théorique sera de nouveau abordé en fait avec les professionnels derrière qui vont intervenir. On voulait simplement d'abord déjà donner une définition de la coordination interindividuelle, donc ce qui vient de se passer. C'est une coordination d'actions d'individus ayant pour objectif de répondre à un but commun. Donc cette notion de but et d'objectif que l'on vous a demandé de redéfinir ensuite au sein de votre staff avec le nouvel entraîneur et l'entraîneur adjoint qui vient d'arriver. Et on a vu qu'en fait, en fonction des groupes, les décisions étaient prises parfois par le directeur technique, parfois en collaboration, parfois c'était l'entraîneur qui décidait un petit peu des futurs objectifs. Mais on voyait qu'il y avait quand même cette notion de but commun. Il y a deux grands principaux courants sur la coordination d'une équipe technique. Il y a on va dire le cas théorique des modèles mentaux partagés et le partage cognitif en situation. Sur la partie le cas théorique des modèles mentaux partagés, c'est vraiment l'idée de partager des connaissances sur une situation, d'avoir des connaissances stables étendues à l'ensemble des individus qui composent le collectif, et développer et partager ce type de connaissances permettrait une meilleure coordination au sein d'un staff notamment, ou au sein d'une équipe ensuite sur le terrain. L'expertise d'un collectif, elle est caractérisée par la justesse et la similarité de ses contenus, ainsi que la complémentarité. Et une étude de Cannon, Bowers et ses collaborateurs en 1993 montre que le développement de modèles mentaux partagés favoriserait du coup le développement de comportements collectifs. Ok, très bien. Et à l'inverse, sur le partage cognitif en situation, donc c'est pas noté, mais je crois que les deux cas théoriques qui étudient cela, c'est l'analyse sémiologique du cours d'action et le Team Situation Awareness, la conscience collective de la situation. Et là, ça repose davantage sur des informations du contexte, plutôt que sur des connaissances stables, puisque souvent, sous pression, faire appel à des connaissances peut être un petit peu dangereux. Et du coup, on fait appel davantage à des informations du contexte et de la situation pour prendre des décisions. Et la coordination, elle peut davantage, elle est plutôt partagée, c'est-à-dire qu'elle peut se partager entre deux personnes. Et c'est une étude, je crois, de Bourbousson qui parle d'îlots de coordination. Et c'est-à-dire qu'au sein d'un staff, deux personnes peuvent se coordonner pour ensuite transmettre la coordination à deux autres personnes au sein d'un staff. Et comme sur le terrain, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une coordination dans l'espace de jeu sur la droite qui transmet la coordination à l'espace de jeu dans l'axe pour ensuite transmettre cette coordination sur la gauche. Et ce partage est évolutif de fait que les situations et le contexte soient changeants au fil du temps. Et il y a cette notion de but et d'attente, puisqu'en situation, les équipiers, et en tout cas là, le staff, nous, dans notre situation, partagent en plus des informations contextuelles, des buts personnels ou des préoccupations. C'est bon ? Ok. Donc là, on passe directement à une dominante liée à la compréhension partagée en situation. Donc le fait que justement un staff ou du moins un collectif,
qui fassent partie d'un staff, de joueurs ou de n'importe quel travail d'équipe, puissent mettre en évidence pour justement résoudre quelques problématiques sur le terrain. Donc, on peut mettre en évidence du coup 4 types de compréhension partagée. Des compréhensions qui sont davantage individuelles et similaires. On abordera directement par la suite la définition de chacun. Des compréhensions qui sont individuelles et complémentaires. Des formes d'incompréhension et des compréhensions qui sont individuelles mais contradictoires. Le premier élément, donc, les compréhensions individuelles et similaires sont davantage liées justement à la reconnaissance d'éléments similaires au travers des informations contextuelles qui sont issues de la situation que vous pouvez rencontrer et qu'on a pu rencontrer tout à l'heure. On a pu voir certains, dans les discussions qu'on a pu avoir avec vous, pouvaient justement être d'accord sur ce qu'ils avaient pu reconnaître dans la situation. On a pu reconnaître ça aussi au travers de certains partages d'expériences. Et donc, cela amène à une interprétation similaire justement de ce que vous avez pu rencontrer, de ce que l'on rencontre en situation. Voilà. Attends, je peux arrêter l'écran de Mathieu. Ensuite, on a du coup on a la compréhension individuelle complémentaire qui, elle, est davantage basée sur le fait que 2 personnes peuvent se donner des informations qui sont différentes, mais qui vont pouvoir se compléter et donner au final quelque chose d'intéressant et permettre l'engagement, un engagement maintenu par l'ensemble des individus concernant les buts et les attentes qui sont orientés vers une action commune. On a les incompréhensions qui, du coup, sont mises en évidence par le fait que les individus ne reconnaissent pas une situation rencontrée par le collectif. D'accord. Le fait que les différentes personnes du collectif ne soient pas d'accord sur ce qui se passe et que, du coup, cette coordination ne puisse pas voir le jour. Les buts sont ainsi convergents, mais l'absence d'informations partagées va engendrer par la suite des attentes qui vont être divergentes et non satisfaites. Et enfin, la compréhension individuelle contradictoire qui, elle, est mise en évidence par un partage d'informations contextuelles toujours, mais qui va être mise en évidence par des interprétations différentes de la part des différents individus qui composent le collectif. Donc, par ce biais-là, on va avoir une mobilisation de buts qui va être divergente et des attentes qui seront aussi, comme les incompréhensions, non satisfaites. Donc, moi, je vais vous parler de l'intelligence collective. Donc, simplement, donc là, ok. Donc là, c'est une définition un peu barbare que je vais vous sortir, mais en gros, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que l'intelligence collective, ça naît d'une communauté d'individus et elle existe grâce à des interactions entre eux. Et cette interaction permet de résoudre des problèmes, en fait, tout simplement des tâches complexes grâce aux synergies réalisées. Donc, c'est vraiment le collectif qui s'organise pour résoudre des tâches. Et c'est ça qu'on appelle l'émergence de l'intelligence collective. Donc, en fait, ce terme intelligence collective, à la base, il vient un peu des insectes qu'on observe s'auto-organiser en essaim et qui arrivent à résoudre des tâches complexes en groupe et qui n'y arriveraient pas forcément seuls. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans l'intelligence collective, c'est que ce n'est pas la somme des intelligences du groupe, mais c'est vraiment l'intelligence qui naît du groupe. Et donc là, la petite phrase, c'est une équipe d'experts n'est pas forcément une équipe d'experts. Donc, ce n'est pas parce qu'on aura une équipe avec beaucoup d'experts qu'elle sera d'une grande intelligence collective. Et c'est vraiment l'intelligence qui doit naître du groupe. Donc,
pour faire court, l'intelligence collective, on pourrait dire qu'elle repose sur ces 3 piliers-là, qui sont le relationnel, le cognitif et systémique. Donc en fait, dans le relationnel, on va retrouver l'interdépendance. L'interdépendance, c'est le fait qu'une action ne peut être réalisée de manière individuelle. Donc tous les individus vont être dépendants en fait, les uns des autres pour pouvoir mettre quelque chose en œuvre. De cette interdépendance va être traduite par des interactions qui vont amener les individus à faire des actes pour le collectif. Donc dans cette interaction, il va y avoir aussi une émergence de cohésion, d'entente au sein du groupe. Et donc tout ça, ça va créer une coactivité. La coactivité, c'est le fait que des individus vont pouvoir réaliser des actes de manière simultanée dans le temps ou dans l'espace. Et en fait, ces actes vont être, même s'ils ne sont pas réalisés par des personnes en accord, ils vont être bénéfiques pour le groupe en tout cas. Donc voilà. En ce qui concerne l'aspect cognitif, on a la compréhension et la réflexion collective. Donc là, on revient un peu sur ce que disaient les gars. On parle de référentiels communs, de modèles mentaux partagés. C'est en fait un peu le patrimoine que va se partager l'équipe, les règles du jeu. Et c'est à travers ces règles que l'équipe va pouvoir évoluer. Et donc, tout ça, ça amène à prendre des décisions collectives. Donc, les décisions collectives, c'est simplement, en fait, ces décisions, il faut comprendre qu'elles vont être réfléchies en groupe avec les connaissances que partage l'équipe. Et ces décisions sont collectives seulement si elles ont soulevé l'intelligence collective du groupe. Et donc, juste l'aspect systémique, c'est juste de dire que l'individu il est au milieu de ça, de ce système relationnel cognitif, et que en fait, il va réaliser tous ces actes, toutes ces prises de décision en observant celles de ses coéquipiers et en les analysant. Donc, pour favoriser l'intelligence collective, parce que c'est ce qui nous intéresse, on va parler d'autonomie. Donc, l'autonomie a différents aspects. Il peut y avoir l'autonomie de l'équipe. Par exemple, si on prend l'exemple de tout à l'heure, Mathéo, le groupe de Mathéo, ils avaient une autonomie d'équipe qui était assez large parce que Cyril, qui était DTN, il déléguait totalement les choses et il était OK avec tout. Donc, l'équipe pouvait fonctionner comme elle voulait, c'était assez large. Et il y a aussi l'autonomie des individus à l'intérieur de l'équipe. Et là, par exemple, il y avait une grande autonomie d'équipe, mais une faible autonomie des individus parce qu'ils étaient contraints de faire une tâche précise. Le prep physique, il devait bosser que sur le physique et que soulever des barres, etc. Le coach du gardien, il avait le droit de toucher un peu le ballon. Enfin bref, c'était très précis. Donc voilà. Donc cette autonomie, il faut trouver le bon arrangement pour que l'équipe fonctionne. Ensuite, on va parler de partage des pouvoirs. Donc forcément, pour responsabiliser les individus, parce que c'est important, il va falloir partager les pouvoirs. Et dans certaines équipes, on l'a vu aussi tout à l'heure, en fait, il y avait des individus qui étaient sans aucun pouvoir sur ce qui allait se passer. Et du coup, ils ne s'exprimaient pas, en fait. Ils étaient observateurs de ce qui se passait. Et donc, à ce moment-là, cet individu ne va pas participer à apporter des choses au groupe, quoi. Donc, ça rejoint aussi l'interdépendance. En fait, c'est vraiment important qu'on soit dépendant des autres et du coup, qu'on soit obligé de faire des efforts pour les autres. Sinon, on ne se sent pas concerné, on n'a pas envie de s'investir. Voilà, donc la confiance entente, c'est simplement de dire qu'il faut que, en fait, il y ait aussi des règles de respect, etc. dans le groupe pour que ça fonctionne. Et enfin, la synergie des antagonistes, ça, c'est juste le fait de dire qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence collective qui naît sans conflit. Et ce n'est pas parce que des gens ne sont pas d'accord que ça ne va pas marcher. Au contraire, c'est parfois le fait de faire avec et de faire au mieux qu'on peut malgré les conflits que des choses émergent de manière intéressante. Et voilà. Voilà pour moi. Donc voilà, on termine un peu cette petite partie tableau noir avec du coup une petite mind map qu'on a créée avec les différents aspects qu'on a abordés du coup là-dedans, avec le fait que dans les modèles mentaux partagés, on prenne en compte du coup le partage des connaissances, les comportements collectifs coordonnés, la justesse des contenus, que
que ce soit au niveau de la précision et de la pertinence qu'on en attend, et la similarité de ces derniers. On a tout ce qui concerne du coup la compréhension partagée, avec des compréhensions similaires individuelles et complémentaires, des incompréhensions, des individuelles et contradictoires. Et sur votre droite, du coup, le partage cognitif en situation qui va comprendre les informations contextuelles, un partage évolutif et des buts et attentes. Et du coup, on termine là-dessus sur une citation de Pedro Silva, qui est actuellement préparateur physique à l'Olympique de Marseille, qui explique que les partenaires influencent et modèlent aussi mes possibilités d'action. Si j'ai le ballon et qu'un de mes excentrés effectue un sprint, il me dit « tu peux me mettre le ballon, je te donne la possibilité de le transmettre ». Ce sont autant d'affordances que nous percevons tous, partagées entre nous, qui sont à la base de la coordination collective. Voilà, c'est une citation qui, pour nous, résume bien ce qu'on a pu mettre en évidence à travers le travail, la petite action qu'on a fait tous ensemble, et du coup, cette petite session de tableau noir. Ok, donc là, on va vous laisser quelques petites minutes de répit, histoire que tout le monde puisse reprendre tranquillement et souffler un peu. Et puis, on enchaînera par la suite avec cette petite table ronde qui composera du coup nos 3 personnes ainsi que 3 invités. Voilà, donc on vous laisse à peu près 10 minutes de répit. On démarrera la table ronde à 11h05. Merci à tous.